Revenu 97, il vous reste 4 heures pour remplir votre feuille de déclaration, dite simplifiée, mais qui reste souvent très compliquée pour les Français. Le Premier ministre a reçu le président du CNPF. Lionel Jospin a dit non au report de la loi sur les 35 heures par semaine que lui demandait Ernest Antoine Seillière. On continue d'élire les présidents de région. Le socialiste Alain Leverne, élu à la tête de la région Haute-Normandie. En Rhône-Alpes, Charles Millon n'entend pas démissionner mais ne parvient pas à trouver de vice-président. Le gouvernement veut humaniser la réforme des hôpitaux, mais il faut tout de même rationaliser le fonctionnement des établissements des villes moyennes qui vont désormais fonctionner en réseau. C'est notre enquête de ce soir. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous allez découvrir une étudiante de 81 ans au milieu des jeunes de l'université de Poitiers. Elle entend bien réussir son diplôme d'histoire médiévale. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous ne l'avez pas encore fait, on est le lundi 30 mars, il vous reste 4 heures pour remplir votre déclaration de revenus 97. Et chaque année, cette déclaration dite simplifiée continue de poser des problèmes, comme en témoigne cette visite cet après-midi au centre des impôts d'Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Arnaud Boutet et Diego Garcia. Un coup de tampon libérateur. La déclaration a été remise et enregistrée juste à temps avant l'heure fatidique. Dans le hall du centre des impôts, c'est l'effervescence. Le nez dans leur dossier, les retardataires calculent et remplissent sur place. Non, il faut dater et signer là. 400 personnes viennent ici chaque jour. Aujourd'hui, elles étaient particulièrement angoissées. Surtout lorsqu'une pièce manque au dossier. Des contribuables pour qui remplir la déclaration constitue une véritable épreuve. Vous êtes marié et la date de séparation. Voilà. Et après, chacun fait sa déclaration. Chacun fait sa déclaration. En pension alimentaire pour ma mère, elle vit chez moi, elle a 95 ans, c'est pas d'accord. Et elle n'a pas beaucoup de revenus? Non, elle touche le Fonds National, mais elle est très malade. C'est les gens qui s'inquiètent parce qu'ils ne savent pas trop où mettre les montants, comment il faut qu'ils déclarent quand ils se sont mariés, quand ils ont divorcé ou quand il y a eu des décès dans la famille. Donc bon, ça se passe bien. Les déclarations de revenus arrivent par dizaines, envoyées par la poste il y a plusieurs jours. Pour les retardataires, ce soir après minuit, il sera trop tard et la punition est sévère, 10% de majoration. Il n'y a pas d'indulgence, l'administration examine toujours en cas de retard motivé, au cas par cas, les excuses absolutoires qui vont être invoquées par les contribuables. Bien entendu, il faut avoir un motif quand même sérieux pour que l'on puisse en tenir compte. Il ne reste que 2 solutions pour y échapper. Trouver un bureau de poste encore ouvert ce soir ou bien tout simplement jouer les facteurs jusqu'à son centre des impôts. Nous déclarons, nous payons, mais au fait, combien sommes-nous à payer? Que représentent nos impôts directs pour le budget de l'État? Réponse Pascal Golomer. Près de 30 millions de foyers sont censés avoir posté leur déclaration de revenus ce soir. Mais la moitié d'entre eux seulement sont imposables. Le chiffre est en baisse. C'est l'effet notamment des déductions et incitations fiscales apparues au fil des années. L'impôt sur le revenu a rapporté en 1996, dernier chiffre disponible, 314 milliards de francs. Cela ne représente en fait que 20% du total des recettes fiscales, loin derrière la TVA, 45%, mais davantage que l'impôt sur les sociétés ou la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Une situation typiquement française. Le poids de l'impôt sur le revenu dans l'ensemble des prélèvements obligatoires est parmi les plus faibles des pays de l'OCDE, 14%. C'est moins que l'Allemagne par exemple, et beaucoup moins que le Danemark, qui détient le record d'Europe. Enfin, si l'on souhaite établir le portrait du contribuable moyen, ces impôts s'élèveraient entre 5 et 7 000 francs pour un revenu annuel situé entre 100 et 150 000 francs. La rencontre très attendue a eu lieu cet après-midi. Le Premier ministre a reçu le président du CNPF, Ernest Antoine Seillière. Au menu, un thème unique, les 35 heures par semaine qui doivent être votées demain par le Parlement. Le président du patronat voulait obtenir que l'ensemble de la loi soit repoussé de 2 ans à l'échéance de l'an 2002. Refus du Premier ministre. Laurent Bailly, Jean-Louis Melin. Cela faisait 6 mois qu'un président du CNPF n'avait foulé le pavé de Matignon. Motif de la rupture, les 35 heures, bien sûr. Aujourd'hui, le fil du dialogue est renoué. Ernest Antoine Seillière a été reçu par le Premier ministre, flanqué pour l'occasion de Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Si l'ambiance fut courtoise, le patron des patrons n'a rien obtenu sur le fond.
Ce serait une très bonne surprise s'il modifiait la loi qui était sur le point d'être adoptée. Je crois malheureusement que nous ne pouvons pas y compter, de même qu'on nous a refusé l'idée que j'avais avancée que l'on puisse repousser de 2 ans l'échéance d'application de la loi à 2002. Pourtant, de vive voix aujourd'hui et par courrier ces derniers temps, le président du CNPF n'a cessé d'alerter le Premier ministre sur les conséquences néfastes à ses yeux des 35 heures qui entraîneront, dit-il, de sérieuses difficultés économiques et sociales très négatives pour l'emploi. Quant à la dénonciation récente des conventions collectives dans la banque, l'industrie du sucre et le commerce en centre-ville, elle ne fait que traduire, explique-t-il, le malaise des entrepreneurs. Le gouvernement campe donc sur ses positions, le patronat aussi, et en attendant, le projet de loi sur les 35 heures, lui, poursuit son cheminement parlementaire. Demain, les députés procéderont à un vote solennel sur ce texte. Il repartira aussitôt au Sénat, où il sera probablement taillé en pièces par les sénateurs, puis reviendra une 3e fois devant les députés, et là, il sera adopté définitivement, et même le patron des patrons ne se fait pas d'illusions, la loi sera bel et bien adoptée telle qu'elle. Les élections de présidents de conseils régionaux se poursuivent cas à cas. Ce matin à Rouen, après la démission du président de droite, élu grâce aux voix du Front National la semaine dernière, c'est un socialiste qui a été élu, Alain Leverne. Il dispose d'une majorité relative dans la mesure où, pour ne pas bénéficier des voix du FN, la droite n'a pas voulu présenter de candidat. Pour autant, ce nouveau président risque d'avoir bien du mal à gouverner sa région. Reportage Guylaine Chenu, Bruno Livertou. Monsieur Leverne, 23 voix, élu. Monsieur Chabot. Le nouveau président de région, c'est donc lui, Alain Leverne. Pour obtenir cette victoire, il aura fallu 2 élections et à chaque fois 3 tours de scrutin. Son premier geste est pour son prédécesseur, Antoine Ruffnac, à qui il serre la main. Ses premiers mots sont aussi pour ses adversaires de droite. Je voudrais rendre hommage à M. Ruffnac, mon prédécesseur à cette fonction, et saluer M. Gauzès, dont notre Assemblée retiendra le geste républicain. Hommage à Jean-Paul Gauzès, éphémère président RPR, élu avec le soutien du Front National et aussitôt démissionnaire. Une droite qui aujourd'hui ne présente pas de candidat, vote blanc et laisse s'affronter dans les urnes le Front National, la gauche et lutte ouvrière. L'élection est alors programmée. Alain Leverne l'emporte à la majorité relative. Une élection qui se joue cette fois dans le calme. Les incidents de la semaine dernière ont laissé des traces. Une élue de droite molestée se présente casquée et Antoine Ruffnac dénonce des violences orchestrées selon lui par la gauche. Mais le fascisme de gauche existe aussi. Un fascisme de gauche sectaire, menaçant, hideux. 1 heure après son élection, le tout nouveau président Alain Leverne vient déjà d'être mis en minorité. Un avant-goût des difficultés qui l'attendent à la tête d'une région où il ne dispose que d'une majorité relative. Évidemment, ces majorités relatives sont des majorités par définition fragiles. Une victoire modeste pour ce proche de Laurent Fabius qui décroche aujourd'hui une 6e région pour la gauche. En Rhône-Alpes, l'UDF Charles Millon, élu grâce au soutien du Front National, persiste et signe. Il n'entend pas démissionner, même s'il n'arrive pas à former l'exécutif de sa région. On en est à la 4e session et toujours pas de vice-président. Benoît Gadret, Didier Guyot. Pour la 4e fois, ils se sont réunis pour élire les vice-présidents. Et pour la 4e fois, en dépit des protestations des élus de gauche, il n'y a pas eu de vote. Et pour cause, Charles Millon utilise toutes les ficelles juridiques et politiques pour retarder le scrutin. Il veut désormais saisir les plus hautes autorités de l'État sur la régularité de l'accord passé entre l'indépendantiste savoyard et la gauche. Et en attendant, le président Millon assure qu'il peut gérer seul la région. Je suis aujourd'hui l'exécutif, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Si vous voulez avoir une illustration, c'est que le président peut assumer tout seul les fonctions. Et que comme j'assume toutes mes responsabilités, je les assumerai par rapport à l'Assemblée, par la commission permanente, par rapport à l'administration, par rapport aux autres partenaires de la région. C'est une escroquerie politique. C'est une escroquerie politique. Donc il n'y a pas d'exécutif dans cette région. Vous ne pouvez pas vous enfermer complètement sans tenir compte de cette réalité. Vous ne pouvez pas, Monsieur Millon, sauf à vous enfermer dans une monarchie absolue. Vous ne pouvez pas diriger la région de cette façon. Pour dénoncer ce qu'elle appelle un putsch, la gauche a déposé un recours devant le tribunal administratif. À droite, l'attitude du président sème le trouble. Charles Millon sait qu'une quinzaine d'élus lui fait défaut. Sans Front National, il n'y a plus d'espoir de majorité. Je trouve que la séance
séance est quelque chose de catastrophique. La séance est quelque chose d'indigne de la démocratie. Je crois qu'il faut que Charles Millon se ressaisisse, parce qu'un homme peut toujours se ressaisir. Le paradoxe est tel que le Front National, qui avait aidé à l'élection de Charles Millon, s'en prend désormais lui aussi aux méthodes du président. En sa qualité d'élu et de professeur de droit, Bruno Gollnisch a invité Charles Millon à respecter la loi. Et ce soir, la prochaine session a été reportée à lundi prochain. Élection de l'UDF, Jean-Luc Poudroux à la tête du Conseil général de l'île de la Réunion et élection surprise ce matin à la présidence du Conseil général de Haute-Corse qui bascule à gauche en raison d'une défection d'un élu de droite. C'est le radical socialiste Jean-Paul Jacobi qui a été élu. L'UDF qui risque l'éclatement après ces élections régionales est réunie depuis le début de l'après-midi. Rendez-vous très discret afin de ne pas médiatiser la réunion, dit-on, dans l'entourage du président de l'UDF, François Léotard. Le président de la République, lui, comme il l'a promis la semaine dernière lors de son intervention à la télévision, a commencé ses consultations afin de moderniser la vie politique du pays. Aujourd'hui, il a déjà reçu 5 personnalités, les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et des chefs de parti comme François Hollande, François Léotard ou encore Robert Rue. Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Tout le monde rêve d'une vie politique modernisée, Jacques Chirac veut la faire et il consulte. Après le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les 13 chefs de parti vont pendant une semaine se succéder à l'Élysée. Exception faite de Jean-Marie Le Pen qui n'est pas invité. La place des femmes, le cumul des mandats, la réforme du scrutin régional, les sujets sont porteurs et chacun a ses idées. Je suis convaincu que pour vaincre une certaine forme de résistance du milieu politique et pour vaincre la résistance également, ou en tout cas la résistance légale, légitime du Conseil constitutionnel, il faut qu'on puisse recourir au référendum selon l'article 11. En ouvrant ce dossier, Jacques Chirac veut surtout se mettre en phase avec le plus grand nombre de citoyens. Se placer au-dessus de la mêlée, mais aussi ne pas laisser tout le terrain au Premier ministre. Le gouvernement s'apprête en effet à présenter le texte sur le cumul des mandats dans 10 jours. Il faut aller vite et les socialistes, en tout cas eux, sont déjà partis dans la course. Le 6 avril, c'est Jacques Chirac qui recevra Lionel Jospin pour faire le point avant d'entamer une nouvelle série de consultations avec des non-politiques représentants d'associations ou d'entreprises. C'est donc un paradoxe, le président de la République et le Premier ministre sont engagés dans une course où chacun veut apparaître comme celui qui aura initié et puis réalisé cette fameuse modernisation. Puis encore dans un communiqué ce soir, le Front National, qui est exclu, il faut le savoir, de ces rendez-vous, estime que cela aboutit en fait à rejeter hors de la République tous les Français qui votent Front National. Et puis encore un remaniement technique au sein du gouvernement. Madame Catherine Trautmann, ministre de l'Agriculture, ne fera plus fonction de porte-parole du gouvernement et Martine Aubry se voit adjoindre un ministre délégué à la ville, Claude Bartolone, et une secrétaire d'État à la formation professionnelle, Nicole Perry. Justement, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry, accompagnée de Bernard Kouchner, ministre de la Santé, ont exposé aujourd'hui leur politique hospitalière. Ils veulent rompre avec une rigueur budgétaire excessive, une gestion autoritaire. C'est une critique indirecte du plan d'Alain Juppé. Ils veulent également lancer une concertation sur les 35 heures à l'hôpital. Pour autant, la révision de la carte sanitaire sur le terrain se poursuit. Il s'agit de tisser des réseaux complémentaires entre les hôpitaux des villes moyennes qui ne pourront pas continuer à tout faire. C'est notre enquête de ce soir dans la région de Pithiviers. Gilles Marinet, Emmanuel Beck. L'hôpital de Pithiviers, un établissement qui dessert 97 communes, 70 000 personnes, en fait toute la partie nord du Loiret. Un temps menacé de disparition, cet hôpital généraliste fonctionne désormais en réseau avec celui d'Étampes dans l'Essonne, à 35 km de là. Ensemble, les deux structures s'adressent à 150 000 personnes. Le réseau, c'est le partage des tâches, ainsi Pithiviers a renoncé à la chirurgie. Il n'y a plus d'intervention chirurgicale à Pithiviers. Elles ont lieu sur le plateau technique de l'hôpital d'Étampes, mais les patients sont vus en consultation de chirurgie et d'anesthésie à Pithiviers et ne vont à Étampes que pour l'intervention chirurgicale. En revanche, le réseau a permis le maintien à Pithiviers d'un service d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24 avec des équipes détachées d'Étampes. Bientôt, les médecins des deux services disposeront de moyens permettant de se concerter, image à l'appui, sur l'état des malades. Vous avez une fracture, une entorse de cheville, vous êtes examiné par le médecin qui ne sait pas s'il faut simplement mettre un plâtre ou vous opérer. Il a la possibilité de transférer l'image près d'un chirurgien orthopédique à Étampes qui lira et qui donnera par téléphone la conduite à tenir. 80% des patients admis aux urgences ne présentent pas de blessures très graves. Ceux-là continueront à être soignés sur place. La maternité, c'est désormais un service commun aux deux établissements. Et là encore, il y a partage des tâches.
Les accouchements simples, c'est Pithiviers, avec toutes les garanties de sécurité, y compris un bloc opératoire. Ça, c'est l'équipement de réanimation néonatale, c'est 2 tables de réanimation néonatale. Évidemment, la plupart des accouchements ne nécessitent pas, les bébés ne nécessitent pas ces soins-là à la naissance, c'est exceptionnel. Mais ça nous permet de pouvoir faire face dans les meilleures conditions à des complications éventuelles au niveau du nouveau-né. Et pour les grossesses à risque, notamment multiples, Pithiviers devra obligatoirement diriger ses patientes sur étampes, mieux équipées. Nous avons défini un partage des compétences, la réalisation en Pithiviers des accouchements normaux survenant après la fin du 8e mois et excluant les accouchements prématurés. Quand c'est possible, ces patientes seront dirigées sur étampes. Des transports, il y en aura beaucoup dans ce système. Ajoutons à cela l'impossibilité de pratiquer une opération à Pithiviers, à l'exception d'une césarienne. Il faut donc sécuriser le réseau, et c'est là qu'intervient le SAMU, basé à Orléans. Il devrait bientôt implanter à Pithiviers une équipe mobile d'urgence et de réanimation, en fait, la pièce qui manque actuellement au puzzle. Une révolution pour la sécurité sociale, le lancement courant avril en Bretagne à titre expérimental d'une carte magnétique dite carte vitale qui remplacera la feuille rose, la feuille maladie. Les informations transmises immédiatement grâce à cette carte permettront un remboursement beaucoup plus rapide des patients. Maurice Papon, après avoir assisté aux obsèques de sa femme vendredi en région parisienne, était présent dans le box des accusés cet après-midi à Bordeaux. Son avocat, maître Jean-Marc Varrot, a repris sa plaidoirie interrompue la semaine dernière. L'avocat a choisi dans un premier temps de dénoncer l'idée de crime de bureau qui, selon lui, ne repose sur aucun socle juridique. Dominique Verdeillan, Patrick Deschmecker. Le visage marqué, des lunettes au vert fumé, Maurice Papon reprend sa place dans le box. Seul un costume sombre et une cravate noire rappellent le deuil de l'accusé. Il est là pour assumer, pour dire non à l'accusation, clame péremptoire maître Varrot à l'intention des jurés, quelques minutes plus tard. Il n'est pas homme à démissionner, il n'est pas homme à déserter, même dans le malheur. Un malheur que maître Varrot s'était juré de ne pas utiliser comme argument de plaidoirie. Alors avec tact, l'avocat choisit ses termes. Il n'y a pas de commune mesure, dit-il, entre ceux qui sont morts sans sépulture et celui qui est là, dans le box. Puis, audacieux, maître Varrot poursuit. Maurice Papon n'a plus quelqu'un auprès de lui pour dire en fin de semaine que la justice l'a acquitté. Acquitté, le maître mot d'un combat qui va durer 3 jours. Et lors d'une séance de dédicace improvisée, maître Varrot se lance dans la confidence. Il y a 5 mois que j'ai pas écrit. Ça vous manque? Oh oui. Ne plus lire, ne plus dessiner, ne plus faire d'aquarelle, ne plus écrire. Alors il reste à maître Varrot à convaincre. Dans ce dossier, dit-il, il n'y a pas d'ordre de Maurice Papon, il n'y a que des notes d'information à l'intention de son supérieur. Quelques heures plus tôt, l'avocat s'était tourné vers l'accusé. Je crois, lui a-t-il dit, que vous avez gardé la maison en attendant le retour de la République. Les ministres de l'agriculture européens se retrouvent demain à Bruxelles pour débattre de la nouvelle réforme de la politique agricole commune qui vise globalement à réduire les aides générales pour les remplacer en partie seulement par des aides directes. Pour Bruxelles, il s'agit de se mettre en ordre de marche face à la concurrence mondiale, notamment américaine. Le monde agricole français est contre, le gouvernement aussi pour l'instant. Reportage dans le Gers, une exploitation particulièrement visée dans la mesure où, entre culture et élevage, la production n'est pas véritablement spécialisée. Jean-Yves Perrin, Nathalie Gallet. Tous les matins, la journée commence ainsi. Faire téter les veaux, nourrir la trentaine de vaches, nettoyer les tables. Éleveur comme son père, comme son grand-père, à temps partiel. Car Michel Beilac est aussi cultivateur et viticulteur, un agriculteur polyvalent. Mais l'élevage reste le secteur le plus menacé de sa ferme par la future réforme de la politique agricole commune. Elle prévoit une baisse des prix de la viande de 30%. Je ne suis pas d'un naturel pessimiste, mais là, il faut regarder les chiffres. Et c'est vrai qu'en matière d'élevage, l'élevage que vous êtes en train de regarder, c'est un élevage traditionnel. Et ces élevages traditionnels, eh bien, ils vont tendre à disparaître. Autre source d'inquiétude, la baisse des prix des céréales et des oléagineux. 20% en une fois, compensé à seulement 50% par l'augmentation des aides directes. Le coup est dur, particulièrement pour les oléagineux. Michel produit du soja sur 20 hectares et craint de perdre 1500 francs par hectare. Et s'il additionne baisse des prix et compensation partielle, la réforme lui coûtera très très cher. J'ai fait mon calcul, avec ma production animale, j'arrive quasiment à 100 000 francs de perte de revenus sur l'exploitation. Je n'ai qu'une chose à faire,
supprimer l'élevage. Or, je n'ai pas envie de le faire. Parce que je considère que si mon type d'élevage disparaît, eh bien, ça veut dire qu'on va s'orienter vers des productions plus intensives et moins respectueuses aussi, il faut le dire, de l'environnement. L'autre crainte des agriculteurs gersois, la course à l'agrandissement. L'agriculture survivra toujours. Ce sont les agriculteurs qui disparaîtront. Si là où il y avait 3 agriculteurs, il n'y en a plus qu'un, eh bien, il aura compensé le manque à gagner par l'agrandissement des surfaces. Mais pour le pays, c'est une catastrophe. Un discours déjà entendu en 92 avant l'application de la première réforme de la PAC. Depuis, les agriculteurs ont su s'adapter aux conditions imposées par Bruxelles. Pragmatique, la Commission européenne compte à nouveau sur cette faculté pour prouver sur le terrain le bien fondé de ces baisses de prix. La Grande-Bretagne vient de perdre sa dernière firme automobile indépendante, la plus prestigieuse, sans aucun doute, Rolls-Royce, reprise par l'allemand BMW qui fabriquait déjà un certain nombre de moteurs. Réalisme économique, cette vente, c'est tout de même un coup au cœur pour les Anglais. Londres, Étienne Lénart. Il va falloir s'y faire. Cette voiture qui transporte la reine en toute occasion, qui emporta le dernier gouverneur britannique loin de Hong Kong, ou qui chaque année à Ascot permet aux belles de se faire remarquer, ce fleuron du chic british est donc vendu. Un siècle d'histoire, depuis qu'un électricien et un fils de milliardaire dessinèrent en 1906 leur premier modèle, il y en aura 39 au total. Des voitures officielles à la Rolls branchée de John Lennon. Quoi qu'on en dise, c'est un peu de la Grande-Bretagne qui s'en va sur les rives du Rhin. On a reçu l'assurance que la voiture serait toujours construite en Grande-Bretagne, qu'elle garderait son côté british, tout ce qui fait d'une Rolls une voiture si différente. Pour 3,5 milliards de francs, BMW a donc racheté l'usine de Crewe et ses 2500 salariés. La Rolls, on le sait, est presque entièrement faite main. 30 jours sont nécessaires pour mettre au point une seule voiture. Symbole de perfection et de luxe, Rolls-Royce était la dernière automobile anglaise à appartenir à une compagnie britannique. Et un groupe de riches propriétaires ne se résout toujours pas ce soir à rouler allemand, désormais. Et c'est plus qu'un nom, c'est une partie de notre histoire, de notre héritage, et ça vaut la peine qu'on se défende. On continuera à se battre. BMW a gagné une bataille, mais pas la guerre. Cette contre-offensive semble bien vaine. La dernière Rolls est déjà équipée d'un moteur BMW et le constructeur allemand envisage déjà de tripler les ventes dès l'année prochaine, au risque pour Rolls-Royce d'y perdre un peu son âme. Car à jouer sur une augmentation des ventes et un élargissement de la gamme, la compagnie risque de perdre en prestige et en luxe. À 1,5 million de francs l'exemplaire toutefois, nous n'en sommes pas encore là. Symbole de son indépendance par rapport au pouvoir public, la compagnie Air France vient de prendre livraison de son premier gros porteur long courrier, un Boeing 777 préféré à l'européen Airbus. 10 autres appareils suivront. Il s'agit pour la compagnie française de se refaire une place de choix sur les trajets qui traversent l'Atlantique. Dans l'État de Floride, après Carla Tucker, c'est une femme de 54 ans, Judy Buenano, qui a été exécutée, accusée de plusieurs meurtres. Cette exécution n'a pas provoqué la même émotion que la précédente. Actuellement, 40 femmes attendent leur exécution aux États-Unis et plus de 3000 hommes. Washington, Philippe Gasson. Judy Buenano est la deuxième femme à avoir été exécutée depuis que la Cour suprême a déclaré en 1976 la peine capitale conforme à la Constitution américaine. Et cela après 4 années de moratoire. Judy Buenano a été surnommée la veuve noire du nom d'une araignée tueuse. La justice l'a condamnée à mort pour avoir empoisonné son mari à l'arsenic en 1971, puis avoir noyé son fils handicapé en 1980. Et ce n'est pas tout. L'homme avec lequel elle vivait après la mort de son époux est décédé dans des conditions mystérieuses. Des traces d'arsenic ont été retrouvées. Quant à son fiancé, il est passé à côté de la mort en 83. Sa voiture avait été piégée par une bombe. Les anti-peines de mort, bien peu nombreux, ont manifesté. La grande majorité des Américains considèrent, elle, que justice est faite. La cousine de la condamnée tente de défendre sa mémoire. Elle n'avait pas peur. Judy était redevenue chrétienne. Elle n'était peut-être pas aussi photogénique que la jeune et belle Carla Tucker, mais c'était une bonne chrétienne. Les anti-peines de mort avaient misé sur Carla Tucker pour que les femmes ne soient pas exécutées. Elle condamnée, le combat était perdu. Judy est morte sur la chaise électrique après que 5000 volts lui aient traversé le corps. Ce témoin indique que de sa cheville droite est sortie de la fumée. C'est la première fois que l'on exécute une femme en Floride sur la chaise électrique. Dans les territoires palestiniens, la journée de la terre, qui commémore la confiscation de terre au profit de colons juifs en 1976, a donné lieu cette année encore à des affrontements entre policiers israéliens et manifestants qui ont fait au total
13 blessés parmi les Palestiniens. À cette occasion, on a vu brûler des drapeaux israéliens, mais aussi des drapeaux américains. Quelques heures auparavant, l'envoyé spécial de Washington, Denis Ross, était reparti sans avoir pu vraiment relancer le processus de paix dans la région. La situation de tension permanente qui prévaut depuis l'arrivée de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre en Israël en 1996 rend de plus en plus problématique la survie économique des territoires palestiniens. À l'exemple de cet adolescent qui tous les jours passe clandestinement les postes de police pour se rendre en Israël, gagner sa vie. Jérusalem, Charles Anderlin. Ashraf a 15 ans. 6 jours par semaine, il vient vendre des objets aux conducteurs israéliens à ce carrefour dans le secteur juif de Jérusalem. Les affaires ne vont pas très bien et il devra passer ici de longues heures jusqu'à ce qu'il réalise son objectif, gagner au moins 150 shekels, l'équivalent de 250 francs. Il ne faut surtout pas que la police ou les inspecteurs de la municipalité fassent leur apparition. Ashraf a déjà été arrêté à plusieurs reprises. Sa journée, il l'a commencée tôt le matin à Yatta, son village près de Hébron, à 1h30 de route de Jérusalem. Son père et ses 2 grands frères au chômage sont déjà partis à la recherche d'un travail. Ici, c'est notre chambre à coucher. Avec mes 4 frères, on dort par terre. Voici les matelas que l'on range le matin. Lorsqu'il fait très froid, nos sœurs, elles sont 6, viennent dormir avec nous. Ashraf a quitté l'école à l'âge de 11 ans. La famille vit dans une extrême pauvreté. Ici, pas d'eau courante, ses enfants mangent de la viande 1 fois par mois. Un plat de riz pour petit déjeuner et c'est le départ. Autostop, taxi collectif, Ashraf arrive près du barrage israélien qu'il doit contourner. Il n'a pas de permis de séjour en Israël et risque la prison. Les soldats l'ont remarqué, mais le laissent faire, du moins pour cette fois. La route est libre. Ashraf arrive à Jérusalem où il va cacher dans les buissons une partie de sa marchandise. S'il est arrêté, les copains viendront récupérer ce qui n'a pas été saisi. Il y a de bons juifs et de bons arabes. Des méchants aussi, des 2 côtés. Une partie des conducteurs israéliens est sympa, d'autres, pas du tout. Il y a 2 mois, des flics m'ont passé à tabac. J'ai même été hospitalisé. J'ai porté plainte contre eux. Que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Je veux gagner de l'argent, avoir une maison, peut-être même un bout de terrain à moi. Manger à sa faim, vivre bien, c'est le seul rêve de cet adolescent. Il y a des centaines d'Ashraf au carrefour en Israël et en Cisjordanie. Toute l'Italie est passionnée par la naissance dans un hôpital de Ravenne d'un bébé dont la maman est tombée dans le coma quelques semaines après la conception de l'enfant. Malgré tout, le fœtus s'est développé normalement. La jeune femme de 21 ans ne s'est pas réveillée au moment de l'accouchement, mais elle a donné tout de même quelques signes de vie très encourageants pour ses médecins. À Rome, Alain Chalvron. Ce bébé, une petite fille du nom de Shannon, est un miracle. Elle est née ce week-end par césarienne au bout de 7 mois de gestation. Elle pèse 2,4 kg et paraît en bonne santé. Rien pour le moment d'extraordinaire. Seulement sa mère, que voilà, est depuis 6 mois dans un coma considéré comme irréversible après une hémorragie cérébrale. L'opération a eu lieu ici, à l'hôpital de Ravenne. Ce n'est pas à proprement parler une première médicale, des enfants sont déjà nés ainsi. Mais voilà que Sharon, la miraculée, pourrait à son tour susciter un miracle. La maman, Lady, en état complètement végétatif depuis 6 mois, donne des premiers signes de vie. Le docteur lui a fait entendre les battements du cœur de la petite et a demandé à Lady si elle entendait. Avec les yeux, elle a répondu oui. Puis est venue une petite larme de ses yeux.
Ensuite, j'ai choisi le nom de ma petite fille, Shannon, et j'ai demandé à ma fille s'il lui plaisait. Elle a répondu oui avec les yeux, en clignant des paupières. Les médecins ont donc aussitôt changé le traitement de Lady et pensent avoir maintenant une petite chance de la sauver. Sa famille, sa mère, ses frères et sœurs, qui vivent humblement dans ces 2 caravanes près de Ravenne, reprend espoir. En somme, Shannon, en venant à la vie, aurait aussi redonné la vie à sa mère. À Paris, au salon professionnel des dentistes, les spécialistes ont mis en lumière la possibilité de transmission des caries dentaires de mère à enfant. Attention, il ne s'agit pas d'un phénomène d'ordre génétique, mais avant tout d'un problème d'hygiène. Par exemple, lorsque la maman goûte la bouillie du petit avant de la lui donner. Françoise Vallée, Raymond Chapelain, reportage. Non, le sucre et les bonbons ne sont pas seuls responsables de la carie. Les dentistes le savent bien, la carie est une maladie infectieuse. À l'origine, des bactéries, et plus particulièrement une bactérie joue un rôle capital dans la santé dentaire de l'enfant. Une étude américaine récente montre que cette bactérie est transmise au bébé par sa maman. Les études qui viennent de sortir des États-Unis et qui ont maintenant plus de 10 ans d'expérimentation montrent que lorsqu'on analyse génétiquement la structure de cette bactérie qui est le Streptococcus mutans qu'on trouve chez l'enfant, la structure génétique de la bactérie chez l'enfant est exactement la même génétiquement que celle de la maman. Et pas de celle du papa ni de celle de la nounou. C'est typiquement la même structure que celle de la maman. La bactérie se transmet oralement en goûtant les plats, par les bisous, bref, des gestes quotidiens. L'étude montre que les dents de l'enfant sont plus sensibles à cette bactérie entre 18 mois et 3 ans. D'où l'importance d'avoir une bonne hygiène dentaire chez la mère comme chez l'enfant. Il faut consulter le plus tôt possible, dans la première année. La première année, ça permettra aux praticiens de donner des bons conseils aux parents, entre autres des conseils sur l'alimentation et sur l'hygiène, puisque dès qu'il y a une dent, il faudrait qu'il y ait nettoyage de cette dent. L'alimentation reste un facteur de risque, c'est elle qui entretient les bactéries. La hantise des dentistes, c'est le grignotage entre les repas et le biberon sucré le soir avant de dormir. Le dicton populaire a bien raison. On a l'âge de ses artères et lorsque celle-ci fonctionne bien, eh bien tout vous est permis, ou presque. Un exemple, cette étudiante de Poitiers, âgée de 81 ans, qui a décidé, au milieu des petits jeunes, de reprendre ses études. Un diplôme d'histoire médiévale. Jean-Bernard Schmitt, Jean-Paul Chausset. Alors, histoire médiévale, paléo-latine, bon bah ça va. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Friday, happy days. Cartable en main, Frédéric dévale les rues de Poitiers. Elle accourt à 14 h à la fac. Cherchez l'intrus, la moyenne d'âge dans cet amphithéâtre est de 20 ans. Frédéric, elle, en a 80. Cette année, elle tente d'obtenir sa licence d'histoire médiévale. Je savais pas mal de choses et j'avais l'impression que j'avais tout dans le désordre et je voulais donc apprendre à mettre de l'ordre et à travailler avec méthode sur les sujets qui m'intéressaient. La première année, j'étais un peu inquiète parce que je me demandais ce qui allait se passer. Et puis comme j'ai vu que j'avais mes examens, j'ai continué. Mais Dieu Trinitatis. Lorsqu'il y a 3 ans, cette ancienne documentaliste a décidé de commencer des études d'histoire. Elle n'a pas choisi les universités du temps libre, réservées au 3e âge. Elle a voulu connaître les joies des travaux dirigés, des devoirs à rendre, des examens à passer, bref, un vrai cursus universitaire qui aurait de quoi surprendre. Je trouve qu'elle est très assidue, enfin, c'est... Moi, elle m'impressionne. Mais... Elle a, je sais pas, un intérêt presque juvénile et elle est tout le temps les yeux pétillants. Quoi. Quand il y a une personne comme elle, ça pose pas de problème. Ça n'a posé parfois quand vous tombez sur un, je sais pas, un général en retraite qui la ramène un peu. Frédéric habite une grande maison à une 60aine de kilomètres de Poitiers. Mais comme beaucoup d'étudiants, elle a été obligée de louer un studio en ville. La première année, je ne savais pas si ça marcherait. Alors je venais tous les jours, je prenais le car, je me levais à 5 h du matin, le car à 6 h, et je repartais le soir. C'était assez fatigant. De versions latines en exposé à préparer, Frédéric travaille à son bureau souvent jusqu'à minuit. Et son goût pour l'histoire reste intact. Pourquoi ça vous plaît cette matière? Parce que ça me fait rêver. Malgré la difficulté de certains cours, cette grand-mère érudite garde sa motivation. L'année prochaine, pour ses 81 ans, elle espère pouvoir préparer une maîtrise sur Richard Cœur de Lion.
Le dangereux phénomène climatique El Niño exerce surtout son influence sur les pays tropicaux. Pour autant, les spécialistes s'interrogent sur ses effets dans l'hémisphère nord. Il faut dire que les températures sont exceptionnellement douces en cette saison en France. Aujourd'hui, 30 mars, il a fait sur ces images 24 degrés à Strasbourg, la ville la plus chaude du pays aujourd'hui, mais aussi 16 degrés à Paris et à Lille, 14 à Bordeaux, 18 à Marseille. Dans le sud-est, dans la région de Nice très exactement, les fraises primeurs de Carros sont en avance. Elles ont bénéficié de 120 jours de soleil depuis le début de l'hiver. Reportage Olivier Théron, Didier Baume. Le village de Carros, accroché à la montagne niçoise, est le village d'une princesse. Sous un baldaquin translucide, elle est jalousement protégée de tout ce qui pourrait la gêner. La fraise de Carros, c'est la renommée du village, c'est l'être de noblesse. Il faut 9 mois pour qu'elle devienne rouge et craquante, 9 mois pendant lesquels Henri Giacomo va surveiller ses rangées et attendre. Cette année, la princesse est précoce à cause du soleil. C'est l'année de la décennie. On a eu rarement un ensoleillement aussi bon, donc je pense qu'on aura une qualité exceptionnelle. La fraise de Carros, qui est maintenant une appellation contrôlée, a une ennemie de taille, la fraise espagnole. Malgré ses atouts, notre fraise se heurte à la rentabilité. 30 il y a 10 ans, une quinzaine aujourd'hui, les producteurs ont opté pour la qualité. Nous avons choisi, nous, la Pajaro, c'est une variété qui est uniquement à Carros, qui produit très peu, mais en qualité, en goût, comme un bon vin, avec une belle robe. Alors qu'il est bien évident que si vous favorisez les productions espagnoles, vous prenez des variétés comme Camarosa ou Tudela et ainsi de suite, il y en a au moins 10 ou 20 de variétés très grosses productrices qui font jusqu'à 1 kg de fraises par pied. Malgré tout, et grâce aux 120 jours de soleil de cet hiver, la princesse de Carros est particulièrement réussie. Elle est goûteuse, juteuse, croquante, craquante, elle a tout pour faire un bon cru 98. La fraise de Carros est distribuée dans tout le sud-est de la France, mais elle est, dit-on, tellement bonne que la majorité de sa production est consommée dans les environs. Voilà le rappel des titres de ce lundi. D'abord, on continue d'élire les présidents de région. Le socialiste Alain Leverne a été élu à la tête de la région de Normandie. En Rhône-Alpes, Charles Millon n'entend pas démissionner, mais ne parvient pas à trouver de vice-président. Puis le Premier ministre a reçu le président du CNPF. Lionel Jospin a dit non au report de la loi sur les 35 heures par semaine que lui demandait Ernest Antoine Sellier. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, 21h à la 12e cérémonie des 7 d'or, présentée par Claude Sérillon, présidée par Gérard Klein. Une soirée que vous vivrez en direct et que nous dédions à l'une des réalisatrices de ce journal, Michel Gare, décédée des suites d'un cancer à l'âge de 60 ans. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.